À Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de retrouver l'Afrique prête à un éveil de conscience lorsque, justement, vous savez que l'Afrique peine aujourd'hui à parler d'une seule voix. Ouro Africa, la voix de l'Afrique, la voix du continent, est là justement pour réveiller les torpeurs africaines. Et ce soir, nous allons entrer de plein pied sur une problématique qui, sur le continent, n'en finit plus de faire réagir. Nous allons interroger véritablement les vice-présidences. Elles sont nombreuses sur le continent. Ils sont nombreux, ces pays-là, à justement avoir dans la batterie juridictionnelle qui, justement, les sert le poste de vice-président. Ce soir, on va s'interroger sur ce poste-là. Est-il réellement un pouvoir ou alors c'est un apparat? On va continuer la réflexion en nous interrogeant si, au-delà du pouvoir qu'il peut susciter, est-il un poste qui permet le dauphinat? Autant d'interrogations qui mettent en avant, qui mettent au centre une réflexion qui n'en finit plus, je l'ai dit, de faire réagir sur le continent le poste de vice-président et ses dérivés, pourrait-on dire. Ouro Africa, 21h, 22h30, c'est sur Info TV. On prend le break et on revient tout de suite après. Retour sur le plateau de Ouro Africa, je l'ai dit, ce soir, nous évoquons les vice-présidences, le poste de vice-président sur le continent africain, alors que justement le débat juridique enfle et que la confusion s'installe. On va essayer sur le prisme panafricain d'interroger cette posture, la posture qui est celle du vice-président. Nous allons le faire en compagnie de nos invités qui répondent déjà présents en ces lieux. Je m'en vais tout de suite présenter et porter à votre connaissance le politologue Paul-Stéphane Menunga, puisque c'est une question éminemment politique qui va irriguer justement les réflexions ce soir. Paul-Stéphane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux copanélistes. Bonsoir aux internautes et à tous les Ourounais qui nous suivent en ce moment. C'est un plaisir et en même temps un privilège d'être là ce soir. Merci Paul-Stéphane. Il faut dire que vous avez abondamment réagi sur vos différentes plateformes sur la question et que l'avis du politologue est fortement attendu ce soir. Oui, j'ai abondamment réagi. Vous êtes même parfois allé contre certaines des maîtres de la science politique au Cameroun. Oui, c'est ça la science. La science est faite de contradictions et c'est de la contradiction des idées que naît la vérité. Oui. Et je puis vous rassurer qu'en science, généralement, les maîtres sont fiers de se faire contredire par leurs élèves, contrairement à ce que vous pensiez. Parce qu'ils comprennent que quand ils se font contredire, ça veut dire qu'ils ont fait du bon travail, en vérité. Donc il faudrait que les gens comprennent que c'est de cette contradiction-là que naîtra la vérité. Et cette vérité pourra aider le Cameroun et même l'Afrique peut-être dans les prochains jours.
Merci Paul Stéphane. Un acteur politique sur le plateau, il a fait justement du panafricanisme son cheval de bataille puisque l'Union des populations africaines porte le panafricanisme, le vrai, ils aiment à dire l'authentique. Maître Jean Guizogo, bonsoir. Stéphane Baga, bonsoir. Bonsoir à mes co-discutants que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Mes amitiés à l'équipe technique qui nous permet de diffuser le panafricanisme authentique à travers le monde. Toute ma déférence à nos milliers, voire millions de téléspectateurs, de téléinternautes qui nous suivent religieusement à travers le monde. Et mes salutations fraternelles au PDG. Alors, il faut dire, à l'instar de Paul Stéphane, que vous aussi, votre parole est attendue sur cette question de la vice-présidence sur le continent. Sur vos plateformes aussi, vous avez eu à prendre position. Le politique s'est exprimé. Est-ce que vous avez l'impression que le débat tel qu'il se présente, je parle là de ce qui s'est passé au Cameroun, puisque d'autres pays ont dans leur galaxie juridictionnelle le poste de vice-président, mais sur ce qui concerne le Cameroun, est-ce que vous pensez que le débat est le bon lorsque l'on voit comment est-ce qu'il a été mené, comment il est mené et comment les acteurs ici et là se positionnent? Est-ce qu'on est dans le vrai débat concernant la vice-présidence? Pas du tout. On n'est pas dans le vrai débat pour la simple et unique raison que les gens n'ont pas compris ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la loi est la formalisation normative d'un rapport de force politique à un moment donné, dans un espace donné. C'est la raison pour laquelle vous avez eu l'apartheid qui a été légal à un moment donné, quand le rapport de force a changé. L'apartheid a été aboli, et c'est la même chose pour l'esclavage, et ainsi de suite. Les gens sont surpris que l'ordre gouvernant néocolonial en place utilise des mécanismes juridiques pour se pérenniser. Ce n'est rien d'extraordinaire. Et en réalité, ça se voit depuis la modification constitutionnelle de 2008. Oui. L'élection de 2011, où on pensait tous que le président de la République allait renoncer à briguer un autre mandat. Et là, il est rattrapé par le temps. Et ceux qui l'entourent s'organisent à ne pas perdre la main. Donc les gens font des débats autour de non, on ne devait pas mettre un vice-président, oui, on devait mettre un vice-président. Ce n'est pas là, le problème n'est pas là en fait. Le problème, ce n'est pas le vice-président en lui-même. Le problème, c'est qu'est-ce que ça va apporter à notre pays sur le plan amélioratif des conditions de vie des populations. C'est peut-être là où se situe le bon débat. Merci maître. On va entrer dans le fond de la réflexion dans quelques instants. Le temps de dire aussi bonsoir et bienvenue à Jean de Dieu et Vouna, c'est l'expert en sciences sociales, puisque les orientations politiques touchent justement la société, touchent les familles. Il répond présent ce soir, une fois de plus, sur le plateau de Ouro Africain. Bonsoir Stéphane, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un bonheur immense d'être là et de pouvoir échanger sur cette thématique qui est aussi importante et aussi sensible que les questions de gouvernance, questions de politique interne qui définissent et qui l'avenir du Cameroun. Merci Jean de Dieu. Je termine l'exercice dédié à la présentation des panélistes avec l'homme politique, l'homme de la société civile, le stratège en stratégie. Permettez la tautologie. Jean-Moïse Mbok, docteur, bonsoir et bienvenue. Good evening, Stefan. I wanted to greet you in French, but I think it's important to at times speak in English. Good evening. Thank you for the invitation. My greetings and regards to the televiewers and the top management of Info Television. I want to greet Cameroonians once again for their courage, for the way we are handling things. Things are tough, things are bizarre, as they say, but we are still one country, and I believe we continue to be so. Thank you, my dear Dr. Jean-Moïse Mbok, for the presence in this area, if I can say that. Jean-Moïse Mbok dit en quelques mots qu'il félicite les Camerounais pour leur résilience, malgré les choses bizarres auxquelles on semble assister dans notre pays. Merci, docteur. Votre parole aussi, elle est attendue, puisque vous, stratège, vous, politique, justement, êtes questionné sur la vision que vous avez de notre pays en ce moment, qui, justement, semble traverser un moment
qui est particulier dans le positionnement à venir. On s'interroge sur justement où est-ce que va le pays, où est-ce que va le Cameroun, puisqu'il s'agit de lui en particulier aussi, où est-ce que va l'Afrique, puisque le poste de vice-président est présent dans Plusieurs pays. Plusieurs pays oui. sur le continent, peut-être pas avec les mêmes conditions, peut-être pas avec les mêmes contraintes, Voilà. peut-être pas avec les mêmes compétences, puisqu'on va évoquer cet aspect dans notre réflexion. Aujourd'hui, donc, on parle de la vice-présidence. Et une fois que je l'ai dit, tout de suite, nous entrons dans le sujet avec le politologue, à qui nous allons poser la question de savoir, Paul Stéphane Menunga, dans un appareil étatique, qu'est-ce qu'un vice-président? Pour que ceux qui nous regardent de par le monde puissent savoir exactement de quoi est-ce qu'on parle et comment il se situe dans l'organigramme d'un État. En vérité, tout dépend de la constitution de chaque État et des aménagements qui sont faits. Parce que techniquement, en réalité, comme son nom l'indique, le vice-président est celui-là qui vient après le président. Ça fonctionne un peu comme dans les associations. Et généralement, dans les associations, quand le président est empêché, c'est le vice-président qui prend la main. C'est une façon de dire que sur le plan technique, en réalité, le vice-président est l'adjoint direct du président de la République, c'est-à-dire celui qui prend directement le témoin quand le président de la République n'est pas là. Maintenant, en fonction de ce que chaque État recherche, on aménage ses pouvoirs et son positionnement au sein des constitutions, justement, en fonction de ce que chaque État recherche. C'est ce qu'il faut comprendre ici, parce que ce qui est vrai pour la vice-présidence au Cameroun ne l'est peut-être pas pour la Guinée équatoriale, ne l'est peut-être pas pour le Gabon, ne l'est peut-être pas pour les États-Unis. Donc vous comprenez qu'en fait, c'est en fonction de ce que chaque État recherche qu'on aménage le poste de vice-président. Il n'y a pas un aménagement paradigmatique, c'est-à-dire universel. L'aménagement du poste de vice-président dépend de chaque État. Alors, on a aussi un aspect qui semble beaucoup interpeller, c'est le moyen d'accession au poste de vice-président. Alors, ailleurs, on parle d'un Joe, parfois, qui est proposé aux électeurs pour justement accéder au poste. Au Cameroun, on propose justement une nomination. Est-ce qu'à ce niveau-là, lorsque vous observez le déploiement, le positionnement institutionnel entre pays, c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose, et c'est là où le débat commence. Parce qu'en fait, quand vous prenez la constitution du 1er septembre 1961, la constitution du Cameroun, l'ancienne constitution du Cameroun du 1er septembre 1961, quand vous lisez l'article 9 et l'article 10, vous vous rendez compte qu'en fait, il y avait un poste de vice-président au Cameroun. Et là-bas, on vous précisait que le président et le vice-président devaient aller aux élections. Parce qu'il y a un article qui est resté constant, ou alors certains articles qui sont restés constants depuis 1961. Parce qu'à cette époque-là déjà, on vous disait déjà dans la même constitution, toujours à l'article 2, que la souveraineté du peuple, ou alors ceux qui doivent exercer l'autorité de l'État, doivent tirer cette autorité-là des urnes. C'est pour ça que le vice-président et le président allaient aux élections. Quand vous prenez la constitution de 96, en vérité, elle n'a pas changé. On vous dit également que l'autorité de l'État doit être exercée par des personnes qui ont été élues. Et quand on parle de l'autorité de l'État ici, il n'y a que deux pouvoirs au Cameroun qui exercent l'autorité de l'État. Oui. Le président de la République et le Parlement. C'est pour ça que l'article est explicite en disant qu'ils peuvent bénéficier d'un suffrage direct ou indirect. Parce que les parlementaires bénéficient d'un suffrage direct ou indirect. Alors, à ce niveau, on ne va pas faire le débat de la légitimité ou de la légalité en introduction, mais à ce niveau, est-ce que vous avez l'impression, si l'on s'en réfère à ce qui se passe au Cameroun actuellement, puisque nous sommes sur Ouro Africa, il faut éclairer les Africains qui nous regardent, à ce niveau, pensez-vous que ce conflit-là puisse être entendu lorsque l'on évoque justement le poste de vice-président, ce conflit qui amène à ce que certains s'interrogent sur la légitimité de celui-là qui serait possiblement successeur en cas de vacances bien définies dans la Constitution, successeur du président en poste. Oui, ça pose un problème et ça devrait même continuer de poser un problème parce que quand vous lisez par exemple les articles qui doivent être modifiés,
tant qu'il n'y a pas vacances, ça ne pose pas un problème. Oui. Ça commence à poser problème à partir du moment où il y a vacances. Parce qu'on vous dit quand même qu'ils prêtent serment. Oui. J'insiste, ils prêtent serment Au nom de qui? du peuple. Qui ne l'a pas élu. Un peuple qui ne l'a pas élu. C'est là où ça devient intéressant à partir de la vacance. Je dis tant qu'il n'y a pas de vacances, ça ne dérange personne. Mais dès qu'il y a vacances, ils prêtent serment devant le Parlement, le Sénat. En fait. Oui, Ils le prêtent Parlement. au Congrès. Donc l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel. Des gens qui représentent le peuple. Parce que Oui. 30 millions de Camerounais ne peuvent pas se retrouver au palais Paul Biya. C'est l'essence de la démocratie représentative. Donc on envoie dans nos députés qu'aller nous représenter. Le président de la République va prêter serment. À son tour, il nomme un vice-président. C'est important. Ça veut dire quand il a prêté serment, Lui aussi, il peut nommer un nomme vice-président. un vice-président. Mais ce débat n'a pas beaucoup existé. On ne l'a pas beaucoup entendu, alors que c'est une compétence qui peut susciter énormément de réflexion. Exactement. Ça veut dire que celui qui arrive en cas de vacances constatées, il prête serment, mais lui aussi peut nommer un vice-président. un vice-président. Exactement. Ça veut dire qu'on se retrouve donc avec deux personnages principaux à la tête de l'État du Cameroun Avec des décrets qui n'ont pas été élus. élus. Ça veut dire que décret, Oui. il nomme aussi un vice-président. J'ai dit, c'est à partir de la vacance que ça devient intéressant. Et une fois donc qu'il a nommé un vice-président, il exerce l'autorité de l'État. Oui. Ça veut dire qu'il devient le président de la République. Il devient le garant des institutions du Cameroun. Il devient celui-là qui nomme Aux emplois civils. civils et militaires et met fin aux fonctions. Quand vous avez analysé ça en réalité, vous vous rendez compte qu'en fait, on lui donne carte blanche d'être le président de la République. C'est tout. Parce que si tu as su la vacance pendant 3 ou 4 ans, tu as tout le temps pour stabiliser l'État, maîtriser l'État, contrôler les appareils de l'État et organiser une élection Que tu n'auras où pas tu fait. seras toi-même candidat. Parce que ce qu'on ne dit pas, il peut convoquer le Congrès pour qu'on modifie la Constitution et la loi n'est pas rétroactive. Ça veut dire que la Constitution, en réalité, qui est là, s'il se rend compte qu'elle est un obstacle pour lui, convoque un Congrès. On modifie la Constitution et la loi n'est pas rétroactive parce que c'est consacré dans notre Constitution. Et il est candidat et il est président de la République. Donc vous comprenez qu'en fait, quand on mobilise les mécanismes combinés et de droit public et de droit privé, en réalité, on peut nous nommer un successeur au Cameroun. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est pour ça qu'on aurait souhaité, parce que moi je ne suis pas contre. On ira dans les propositions un Oui, peu plus je tard. sors par là. Stéphane. C'est pour ça que j'aurais souhaité. Je ne suis pas contre le poste de vice-président au Cameroun. Oui. Mais j'aurais souhaité qu'il aille aux élections avec son président. Pourquoi? Un ticket, comme aux États-Unis. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, je peux décider de ne pas voter le président de la République parce que j'estime que son vice-président n'est pas compétent. Oui. Oui, ça veut dire que M. Biya peut décider d'aller aux élections et la personne qui nous présente comme vice-président ne nous inspire pas confiance. Et on décide de ne pas le voter parce qu'on se dit qu'en cas de vacances, voilà le bonhomme qui va gérer l'État du Cameroun. Mais là, vous vous rendez compte qu'en fait, ça concerne beaucoup les opposants, mais ils ne se rendent même pas compte. Parce que quand vous faites une analyse froide, Paul Stéphane, Permettez- on ne va pas tout dévoiler. permettez que je sorte en 30 secondes. Oui. Quand vous faites une analyse froide, ils ont compris les résultats du 12 octobre plus que nous. Et ils se rendent compte qu'il est possible d'avoir une élection à cause de la nature à tout moment au Cameroun. Et ils ne sont pas sûrs de la gagner. Il faut créer un poste de vice-président qui va faire qu'on puisse organiser les élections au moins en 2032. En 2032, on est sûr qu'on a éliminé Tiroma, on est sûr qu'on a éliminé Kamto et on est sûr qu'on a pacifié la scène politique. Jiroma, opposant bien connu sur l'espace camerounais, et deuxième à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Maurice Kamto aussi, le professeur, lui aussi deuxième à l'élection antérieure. Deux grosses figures de l'opposition au Cameroun. Bon, on ne sait pas si on les a éliminés. Jean-Moïse Mbok, plus besoin de préciser que vous étiez le porte-parole de Issa Chiroma Bakary. Pour ceux qui nous regardent sur le continent, vous avez porté la parole de cet opposant arrivé deuxième à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.
Quelques mois plus tard, le président Paul Biya, bien évidemment déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel au Cameroun, on est justement sur ces réformes annoncées avec ce poste de vice-président qui est contesté déjà, qui suscite beaucoup de réactions. Nous sommes sur Ouro Africa, nous parlons continent africain. En Afrique du Sud, il y a un vice-président. Au Gabon, tout récemment, le président Oligui a même nommé, lui aussi, un vice-président. Mais on n'a pas eu la même impression de cristallisation, de polarisation autour de ce poste. Mais au Cameroun, lorsque le débat est lancé, tout de suite, des voix s'élèvent et les inquiétudes grandissent quant à justement l'avenir, le contenu, le substrat de la position qu'occupera dans l'establishment juridictionnel et même dans l'establishment politique ces vice-présidents que personne ne connaît encore. Oui, en vérité, pour aller dans le sens de Paul Stéphane, il y a déjà un problème de méthode, de manière. Et de l'autre côté, il y a une crise de confiance. Une crise de confiance parce qu'il y a quand même un contentieux de la gouvernance qui n'est pas vidé. On est toujours dépassé par la malgouvernance, on est toujours dépassé par les questions de corruption, des questions même d'impunité et d'incompétence de certains responsables qui devraient amener le Cameroun à une autre dimension aujourd'hui. Donc vous avez l'impression d'avoir un verre qui est déjà plein de cailloux, de sable, de charbon, de poison, d'ossements, de squelettes. Bref, un verre qui est déjà sale, bien sale, et tout ce que vous mettez comme eau dans ce verre va être souillé par ce qui est dans le verre. Donc aujourd'hui le problème, et là je reviens pour Stéphane Mundunga, ce n'est pas le vice-président qui a un problème. On peut questionner même la méthode, la manière. Celui qui gouverne se donne les moyens d'atteindre les objectifs qui s'est fixés. Donc si c'est le choix que M. Biya a fait de nommer son vice-président, pour nous, franchement, c'est son choix de gouvernance, c'est sa décision. Nous, si on n'avait plus le pouvoir, on aurait forcément pris une mesure qui n'aurait pas plu à tout le monde. Peu importe celui qui dirige, il y a toujours une mesure... Vous semblez bien différer des positions et des postures de vos collègues de l'opposition, Jean-Moïse Bob. Tout à fait. Lorsque vous validez quasiment le choix et l'orientation politique du président Paul Biya au Cameroun en début de mandat, on a l'impression que, encore une fois, l'opposition Cameroun ne parle pas d'une seule voix. Maurice Kamto et les autres, Issa Chiroma, ont fait des sorties via leur plateforme pour fustiger et dénoncer ce qui apparaît à leurs yeux, je précise, comme un véritable coup d'État institutionnel. Vous semblez accorder un blanc-seing à la manœuvre qui est faite du côté du Parlement camerounais réuni en congrès. J'ai choisi mes combats, Stéphane. J'ai choisi mes combats et j'ai l'habitude de dire que ce que je ne peux pas changer, c'est ce quoi je n'ai pas d'influence. Je ne m'attarde pas là-dessus. Parce que ça va être un bavardage inutile. Leur sortie là ont changé quoi à la décision que le RDPC qui gouverne le pays aujourd'hui a choisi de prendre. Non, à un moment donné... On a peut-être un devoir de mémoire face à l'histoire aussi. Non, dire non, Stéphane, Jean-Moïse Bob, pour ce qui est des convictions qui sont partagées par l'opposition. Les Camerounais aujourd'hui sont plus instruits qu'on ne le pense, surtout sur les questions politiques. Ils ont vu, on parle de 43 ans de vie assez compliquée, assez complexe, et je l'ai dit même bizarre. Ce qui fait qu'un Camerounais n'a pas besoin que Issa Chiroma parle pour avoir sa compréhension et sa position sur la question de la vice-présidence. Pareil pour M. Kamto, pareil pour tous ceux qui sont en politique. Les Camerounais n'ont pas besoin de ça. À la vérité, aujourd'hui, nous sommes dans un deuxième conflit au sommet. Nous sommes le 6 avril, non? On ne parle pas trop de ça. Mais il y a eu un conflit au sommet le 6 avril qui a produit le coup d'État que nous connaissons. Le remaniement de 83 a créé un malaise. En 84, on a vu ce qu'on a vu. Mais le président Biya a montré sa capacité à résoudre le contentieux en traitant la question qui a failli être compliquée avec le Nord. C'est résolu aujourd'hui. Nous sommes dans un nouveau contentieux qui est celui, et je l'ai dit et j'insiste là-dessus, c'est la malgouvernance. Et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. C'est ça qui donne la valeur au contenant. C'est-à-dire que si on a un vice-président de façade, qui vient encore être d'apparat, qui vient encore être un peu comme ces associations, j'appelle ça comme ça, hein, de lutte contre la corruption, qui finalement sont des associations juste pour se retrouver, on parle, on cause, on rit, mais aucune capacité de coercition, aucune capacité de porter un acte véritable de sanction.
S'il est un vice-président d'apparat, ça ne nous intéresse pas. Mais ce sera un choix du RDPC qui devra assumer son choix demain. Je voudrais rappeler ici, Stéphane Barga, quand vous avez élu un président ou quelqu'un est déclaré vainqueur, c'est sa politique que vous suivez pendant le temps de son mandat. Que vous l'acceptiez ou pas, il a la capacité, et le président de l'UPL a dit, il a la capacité d'emmener le droit dans le sens de sa gouvernance et vous allez l'accompagner parce que eux-mêmes disent Jean-Maurice, vous semblez avoir une facilité à accepter votre sort sans la moindre contestation. On a l'impression que pour vous, l'ordre établi se poursuit. Pour ceux qui nous regarderaient du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, au Cameroun, c'est plié. L'opposition elle-même s'est pliée aussi. Et les opposants, même ceux qui ont fait des scores louables lors de la dernière élection présidentielle, eux-mêmes, si l'on s'en tient à votre discours, eux aussi acceptent tout le go ce qui est en train de se passer. Alors que parfois, et même très souvent, l'Afrique nous regarde et espère copier ce qui se passe au Cameroun. L'Afrique nous regarde et espère copier ce qui se passe au Cameroun. Là, c'est le stratège qui parle. En stratégie, on a un objectif et un procédé pour atteindre l'objectif. N'oubliez pas ça. Et aujourd'hui, au Cameroun, le seul instrument pour valider, invalider, modifier, changer, gréver, se fâcher, s'énerver, dire son avis dans un état de droit, c'est le Parlement. C'est le seul lieu où on le fait. Alors, si aujourd'hui on a un Parlement faible en termes d'opposition, obèse en termes de parti au pouvoir, qu'est-ce que nous visons au fond, Stéphane? On est encore, ça fait quoi, 4 mois, hein, on fait que commencer. Et il ne faudrait pas qu'on revienne dans une opposition inutile. L'opposition inutile, c'est ce qui met le peuple en difficulté et en conflit finalement. C'est-à-dire que où nous sommes là, Stéphane, moi je vais vous dire, et je sors par là. Le défi de l'opposition, c'est de rappeler au gouvernement que votre affaire de changer les gens à la tête des hémicycles, c'est bien. Votre affaire de vous doter un vice-président, c'est bien. Mais le budget, on l'ouvre quand? Les paniers de la ménagère. Au même moment, Jean-Maurice Bock. Est-ce que vous laissez-moi finaliser. Jean-Maurice, oui. je suis avec vous. Votre vision nous intéresse particulièrement lorsque l'on sait ce que vous avez traversé lors des derniers mois. Est-ce que vous éludez le débat qui est posé sur la table aujourd'hui? Parce que ce n'est pas un secret. On parle des vice-présidences, mais on pourrait aussi tout de suite voir un débat de succession ou alors un débat d'alternance. Est-ce que vous éludez ce débat alors que la réalité des faits amène à ce que, et d'ailleurs plusieurs politologues et autres experts en sciences juridiques se sont déjà positionnés sur la question, amène à ce qu'on puisse voir au-delà du régime en place? Est-ce que vous éludez le débat sur la succession qui est à un moment ou à un autre va se poser ou bien en train de se poser? Le président actuel est venu au pouvoir comment? Ce n'est pas le même mécanisme. Aujourd'hui, il faudrait que les oppositions se rendent bien compte que nous avons en face de nous quelqu'un qui a 43 ans de maîtrise et de contrôle de son appareil. Et il faudrait qu'on ait une autre attitude qui nous permettra au moins d'avoir un contrepoids conséquent. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qu'on peut éluder, mais je l'ai dit d'entrée, quand je n'ai pas de capacité d'influence directe sur un dossier, je le gère avec recul et mesure. Parce que votre colère, votre énervement, vos cris vont fondamentalement changer quoi? Les gens ont crié tout le week-end. N'est-ce pas que l'affaire là est passée? Bon, finalement, ça fait depuis 90, on a une attitude qu'on ne veut pas changer. La politique, ce n'est pas la guerre, les cris, la violence, les insultes. C'est aussi la stratégie pour pouvoir vaincre l'adversaire qu'on a en face. Mais bon Dieu, qu'on soit une opposition qui peut s'asseoir et se dire, mais les gens qu'on a en face, c'est des gens qui sont résolus, déterminés à suivre leur projet. Nous, on fait quoi pour que dès qu'il y aura une faille, on ait accès? Les élections locales, finalement, c'est 2027. Oui. Alors, entre-temps, on fait quoi? On va continuer à crier sur les plateaux, s'énerver, s'agiter. Pourtant, la cible, c'est entrer au Parlement. Ce n'est pas savoir qui va être vice-président. On n'a pas de pouvoir là-dessus.
La cible, c'est que les Camerounais puissent quand même respirer par rapport à tous les problèmes qui sont posés. Mais imaginez si toute l'opposition se met d'un côté et dit, vous avez choisi votre vice-présidence, faites ce que vous avez à faire, mais aujourd'hui, vous pouvez faire les deux en simultané. Nommez qui vous voulez, mais ouvrez le budget. Nommez qui vous voulez, mais permettez aux Camerounais d'avoir accès à des services. Faites ce que vous voulez faire, mais comme c'est vous qui gouvernez, facilitez la vie aux Camerounais. Vous croyez vraiment que ça ne va pas les pousser, les mettre au travail? Mais nous créons un climat de tension et de conflit, au point où ils sont toujours en train de dire que l'opposition a contesté. C'est à cause de l'opposition qu'on n'a pas évolué. C'est à cause de qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas fait ça. Évitons ce débat-là. Allons où nous allons avoir de l'influence qui est... C'est peut-être décevant pour certains, c'est frustrant pour d'autres, mais au fond, ne pouvant pas changer cette réalité-là, adoptons une autre attitude qui nous permettra demain de pouvoir avoir une place au Parlement. Merci Jean-Moïse Mbok. Je précise à ceux qui nous appellent que nous ne prenons aucun appel en direct et que ceux qui justement nous écrivent de par le continent se rassurent. On essaiera en temps opportun de relayer les différentes contributions. Vous êtes sur Oulu Africa, c'est vous qui avez la parole. Peuple d'Afrique, cette émission est faite pour vous. Vous avez évoqué un débat sur la succession, un débat sur le positionnement du Cameroun quant à cette problématique-là. Rentrons un léger comeback vers le passé, ou alors un feedback vers le passé. Prenons le président Paul Biya, c'était en 2007, il répondait aux questions de nos confrères de France 24, justement sur cette problématique inhérente à la succession. On revient tout de suite après. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il me semble que l'Afrique doit faire tout ce qu'elle peut pour essayer de rendre acceptables ou supportables les lois qui se font et qui les concernent. Mais quand ces lois sont votées, leur devoir est de les respecter. Parlons un petit peu de vous personnellement. Vous êtes au pouvoir donc depuis près d'un quart de siècle. Vous avez été confronté à une tentative de coup d'État contre vous et tout le monde se demande jusqu'à quand vous allez rester en politique. Je vous propose d'écouter une question qui nous est venue de l'un de nos téléspectateurs. Regardons ensemble. Monsieur le Président, certaines mauvaises langues vous prêtent la volonté de changer la Constitution en 2011 pour vous représenter à la présidence du Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si oui ou non vous serez candidat à votre propre succession en 2011? Alors c'est la grande question au Cameroun. Vous êtes effectivement élu jusqu'en 2011 et après. Ce que je peux d'abord dire, c'est que les élections présidentielles camerounaises en 2011 sont certaines, mais je les considère comme lointaines. J'ai un mandat de 7 ans. J'ai fait la moitié de ce mandat. Il y a d'autres urgences en ce moment. La Constitution à l'heure actuelle ne permet pas d'envisager un troisième mandat. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Alors, il y a aussi des Camerounais qui, sans attendre 2011, vous demandent un peu plus de dialogue pour justement aller dans le sens de la démocratie. Écoutons cette autre question de l'un de vos compatriotes. Monsieur le Président, nous venons de vivre des élections. Dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. C'est le président Paul Biya qui le disait, Jean de Dieu Vouna, en 2007. 19 ans plus tard, le peuple d'Afrique qui nous regarde ce soir s'interroge sur justement la vision, le contenu de ces paroles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en dit alors qu'on est en train justement sur la terre Cameroun d'aller vers l'arrivée d'un vice-président qui pourrait, c'est la loi qui va le dire aussi, et qui le dit déjà en ces termes, succéder au président en cas de vacance du pouvoir. Est-ce que
Les textes, la loi la révision constitutionnelle qui a été présentée à l'Assemblée, le projet de loi n'a pas fixé ou présenté un dauphin. Je crois qu'il n'a pas présenté un dauphin. Je crois qu'il est resté dans sa ligne. Jusqu'à présent, le chef de l'État n'a pas présenté un dauphin. Si vous le connaissez, vous me dites. Alors, donc, l'opportunité, s'il n'y a pas de dauphin qui est en train d'être concocté ou en coulisses, quelle est l'opportunité de cette modification constitutionnelle qui met sur pied ce poste de vice-président? L'opportunité, c'est celui de l'évolution et des dynamiques d'une république en fonction des enjeux, soit sur le plan de la gouvernance, soit sur le plan géopolitique. Il ne faut pas seulement regarder aussi au niveau de la gouvernance institutionnelle interne, il faut regarder les enjeux géopolitiques. Déjà, il faut souligner un fait qui est important, c'est que tous les vice-présidents sont choisis par le président. Dans le monde, tous les vice-présidents, c'est le choix d'un homme. Même quand ils sont colistiers. Même quand ils sont colistiers. Donc, il ne faut pas faire ici comme si nous sommes dans une histoire où comme si c'est le chef de l'État qui crée quelque chose. Aux États-Unis, Vince ne rêvait pas d'être vice-président. Au primaire, il avait déjà été écarté. Donc, le poste de vice-président, c'est le choix d'un homme. Que ce soit en ticket, que ce soit par nomination, c'est d'abord le choix d'un homme. Pour revenir à la thématique, c'est-à-dire réel pouvoir ou apparat, oui. C'est d'abord le choix d'un homme. Et en plus, il faut le dire clairement, lorsque le peuple vote, il vote un homme. Oui. Il donne la confiance à un homme, à Oui. un individu. Alors, qu'est-ce que vous répondez au politologue qui nous précise justement qu'une fois ce vice-président en fonction, après prestation de serment, lui, il aura aussi la capacité de se choisir un vice-président à lui. On se retrouve avec deux hommes qui ne sont pas passés par le tamis et le feu sacré des élections et surtout le tamis du peuple souverain. Je répondrai simplement à cette question parce que les peuples sont forgés et façonnés selon des traditions qui sont idéologiques. Le Cameroun a sa tradition, c'est que la transition, nous sommes dans une tradition constitutionnelle de transition successorale. Il faut assumer, c'est notre histoire. Le président Ahidjo l'a fait et ce sera fait. Vous voulez une république, le président Ahidjo l'a fait. Quand le président Ahidjo n'a plus voulu d'un vice-président, il l'a balancé. Les gens ne nous disent pas ça. Tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire que le jour qu'il s'est levé, il a dit qu'il ne voulait plus de vice-président. Qu'il soit élu ou qu'il ne soit pas élu, on le dégage. Nous sommes en 2026. Non, il n'y a pas de 2026. Je vous parle de tradition des peuples. On ne va pas lui dire. On ne va pas changer. Même aujourd'hui, même aux États-Unis. Vous savez, George Walker Bush a gouverné avec son secrétaire d'État. Je ne connais même pas le nom de son vice-président à l'époque. C'est elle qui était au devant de la scène. Donc c'est le chef de l'État qui fait et qui donne des orientations ou du poids à son vice-président. Je voudrais donc dire qu'il faut que nous apprenions à assumer notre histoire, notre forme de démocratie. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on parle à tout vent de démocratie, de quelle démocratie parle-t-on? La Chine a sa démocratie, la Russie a sa forme de démocratie, la Corée du Nord est même une république démocratique, l'Iran a sa démocratie. Et accepter une chose, le Cameroun a sa démocratie. Et accepter que l'Afrique ait ses formes de démocratie. Et si la nôtre est celle d'une transition successorale, assumons-la. Puisque avant le chef de l'État actuel, il est venu de la même manière. Et si le vice-président, tout au moins, lorsque le vice-président sera nommé et qu'il pourra, par rapport à ce que disait le politologue, il sera succédé il va succéder au président par décret. À celui il succède par décret de qui? De celui à qui on a donné, le peuple a donné la confiance. Et c'est le temps du mandat? Et c'est le temps du mandat. Le mandat qui est la volonté du peuple. Pourquoi est-ce qu'on n'analyse pas la chose qu'il est donc
par ricochet la volonté, l'incarnation de la volonté du peuple. Vous allez très vite là, dans cette analyse-là. Non, je ne vais pas. Par volonté, Non. la volonté du peuple, la volonté d'un seul homme. Parce qu'on pourrait prendre Paul Stéphane et en faire un vice-président, on dirait la volonté du peuple. Est-ce que le peuple a choisi Paul Stéphane? Écoutez, le peuple a choisi celui qu'il a choisi. Celui qu'il a choisi. Ça veut dire, je vous ai dit que c'est pas long, non, c'est pas long. Le vice-président est le choix d'un homme. Mais partout dans le monde. Pourquoi on accepte les ministres donc que ce monsieur qui est choisi non? Voilà. Pourquoi on accepte vous ne les hommes pouvez pas me qui dire non? ici sur cette table que nous avons des sénateurs nommés. Vous ne pouvez pas de débat là-dessus. Mais vous trouvez des débats sur la question d'un vice-président nommé. Vous essayez de nous faire comprendre que le sénateur et le président de la République, à la préséance, ont la même compétence. Écoutez, le sénateur qui parlait hier, l'autre jour, est un sénateur nommé. Il n'a pas été voté. Vous l'acceptez. Vous ne parlez pas des questions de légitimité, de légalité en les concernant. Les concernant pourquoi? Vous n'épiloguez pas là-dessus pourquoi? Ils siègent, ils sont 30 depuis toujours. Mais pourquoi aujourd'hui, vous avez fait confiance à un homme? Si vous voulez changer les choses, allez aux élections. Les Camerounais se réveillent aujourd'hui comme s'ils étaient endormis. Ils ont boycotté en 2020. S'ils étaient là-bas et qu'il y avait au moins 3 à 4 groupes parlementaires de l'opposition, il n'y aurait pas eu cette décision. Laissez celui à qui le peuple a fait confiance de jouir de tous ces leviers. Parce que c'est ça la politique. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas rapport de force, je crois que quelqu'un l'a convoqué ici, quand il n'y a pas rapport de force, ne vous attendez à rien. Merci. Si ce n'est non, attendez, monsieur Mbaré. Si ce n'est l'expression de la politique de celui qui a laissé levier. Merci. Donc, acceptez que celui qui viendra, le vice-président, est la volonté, la volonté du peuple par celui à qui le peuple a confié le pouvoir. Merci. C'est de ça qu'il est question. Merci Jean de Dieu Vouna. Alors, les Camerounais et les Africains, nombreux sur nos différentes plateformes, s'impatientent et tiennent à dire un mot sur ce qui est dit. On va essayer de prendre les contributions qui sont signées en privilégiant celles qui nous viennent de l'extérieur, puisque Ouro Africa, c'est l'Afrique qui s'exprime. Bonsoir, très belle émission. Pour une fois, je partage entièrement les propos du docteur Jean-Moïse Mbok. Alors, vous n'allez pas appeler pendant que nous sommes en train de relayer la vie des Camerounais. L'opposition est allée en rang dispersé et a négligé le Parlement. Le nom Guy, c'est le surnom du président Paul Biya au Cameroun. Nom Guy fait ce qu'il veut, il repousse les législatives, il choisit son dauphin. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Pour vous endormir, il fait venir le pape. En passant, merci au pape. Grâce à lui, on arrange beaucoup de routes. C'est un monsieur qui nous écrit Pimvok Betty. C'est une banlieue en terre camerounaise. Bonsoir, cher monsieur. La question du vice-président est une distraction. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment s'appelle le vice-président sud-africain? À chaque fois qu'on écoute les Camerounais, on a l'impression qu'on crée des débats dans des débats. C'est une contribution qui n'est malheureusement pas signée, mais qui nous vient, selon l'indicatif, de Côte d'Ivoire. Maître Jean Guizogo, je me tourne vers vous. Vous êtes politique, vous aspirez à diriger ce pays. Cette question de la vice-présidence, qui est aujourd'hui mise en avant dans la réflexion, est-ce que vous comprenez que cela puisse autant susciter d'interrogations? Lorsqu'on compare, comme Jean-Dieu vous a sur le plateau, les différentes accessions, est-ce que le contexte de 82 avec le président Ahidjo est le même qu'aujourd'hui en 2026 avec le président Paul Biya? Absolument pas. Le contexte n'est absolument pas le même. Mais vous me permettrez d'abord de faire un cadrage idéologique. Allez-y. Comme je disais tout à l'heure, la loi est la formalisation normative d'un rapport de force politique dans un espace donné à un moment donné. Et la constitution est la formalisation normative d'un projet de société. Et ce projet de société, en principe, devrait être civilisationnel. C'est la raison pour laquelle, ailleurs, la norme des normes, celle qui trône au-dessus de la hiérarchie des normes juridiques, ne se modifie pas au gré des humeurs du dirigeant, simplement parce que ce n'est pas un épouvantail, ce n'est pas un prétexte. C'est la fondation sur laquelle on bâtit toute l'architecture du pays.
Et la difficulté que nous avons en Afrique, c'est que nous avons des constitutions qui sont des épouvantails. Sur les 54 États africains reconnus par l'Organisation des Nations Unies, il y a environ 17 qui ont des postes de vice-président parce que le Cameroun est entré. 17 aujourd'hui, il y en avait 16 il y a encore quelques jours. Il y en a 17 maintenant. Et le problème, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai fait un post là-dessus, le retour n'est pas, les gens sont en train de je reçois un volet de bois vert. Oui. Parce que j'ai l'habitude de dire que le jeu démocratique est une symphonie dans laquelle chaque acteur politique est voué à jouer une partition. Et on oublie que l'acteur politique majeur, c'est le peuple. L'acteur politique majeur, c'est le peuple. Et le peuple camerounais, si on peut encore l'appeler ainsi, moi je parle des populations camerounaises, j'ai envie de leur dire que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'on accuse les acteurs politiques de l'opposition de poltronnerie, d'incompétence. Mais le potentiel électoral au Cameroun, c'est environ 17 à 18 millions de personnes. Est-ce que c'est le débat? Oui, c'est ça le débat. C'est ça le débat. Est-ce que c'est le débat lorsque on est... Le Congrès est réuni, lorsque le Parlement est réuni, lorsque le projet de loi est acté, est-ce que c'est encore le débat du peuple qui ne suit pas les orientations que voudrait bien lui donner la classe politique dite d'opposition? Non, c'est ça le débat. Pourquoi? Parce que le détenteur de la souveraineté étatique, c'est le peuple. Mais comme il ne peut pas directement exercer sa souveraineté, il transfère sa souveraineté à deux institutions, le président de la République et le Parlement. Et le Parlement est le contre-pouvoir par excellence de l'hyper-pouvoir du président de la République. Oui. Et le peuple est celui qui donne la coloration politique du Parlement. Vous ne pouvez donc pas avoir choisi d'écumer les bars, les boîtes de nuit, les auberges, les motels, les salles de jeu, et vous revenez un matin et être surpris que le rapport de force politique aujourd'hui a créé un véritable mastodonte politique qui fait ce qu'il veut, qui utilise la loi à sa guise, et qui ne prend pas forcément des décisions politiques qui vont dans le sens des aspirations des populations. Et c'est là où le bas blesse. C'est pour ça que je vous ai dit, je dis toujours que les institutions en elles-mêmes, lorsqu'elles sont créées, ne sont pas mauvaises. C'est la manière dont elles sont animées, l'objectif pour lequel elles le sont, qui en font in fine des institutions bonnes ou mauvaises. Je vous ai dit tout à l'heure que la Constitution, c'est une formalisation normative d'un projet de société civilisationnelle. C'est en fait une vision qu'on pose sur un papier et on en fait une norme de laquelle vont découler les autres normes. Alors, vous ne pouvez pas m'expliquer que dans un pays comme le Cameroun, nous sommes en 2026, mais on fonctionne avec la Constitution de 1972. Oui, monsieur. Parce qu'il y a des tours de précipitation intellectuelle que les juristes essaient de faire là pour nous faire croire qu'on a eu une nouvelle constitution entre temps. Je suis désolé. 18 janvier 96, c'est une révision constitutionnelle. C'est pas une nouvelle constitution, je suis désolé. C'est écrit. Le projet de loi qui a été introduit parle de la en 2008, c'est pareil. En 2026, c'est pareil. Nous fonctionnons avec la constitution de 1972. Exactement. Et là, vous comprenez tout de suite que nous, les panafricanistes, nous sommes dans le vrai quand nous vous disons que l'ordre établi est néocolonial. Parce que c'est le même depuis. Alors, j'ai interrogé le docteur Jean-Moïse Mbok, autrefois très proche du candidat Issa Chiroma Bakary, sur justement sa posture et sa position lorsque le Congrès et le Parlement réunis, on peut dire de façon extraordinaire, vont dans cette orientation, prennent cette voie en termes de vice-présidence. Vous, Maître Jean-Guy Zogo, est-ce que vous le rejoignez dans justement la validation d'une orientation politique, ou alors vous estimez, bien que votre parole et peut-être vos cris d'orfèvre ne puissent rien modifier dans ce qui est acté, que quand même pour l'État du Cameroun, pour la démocratie, pour la liberté, pour tout ce que vous voulez, on aurait pu faire mieux en termes d'orientation politique? Le problème, c'est que, comme dans tous les autres métiers, le journalisme, l'enseignement, la médecine, le monde politique est infesté de flibustiers qui n'ont rien compris à la chose politique. La rationalité politique voudrait que, lorsque vous êtes un acteur politique de l'opposition, que le rapport de force n'est pas en votre faveur,
les épreuves, les difficultés, les écueils que l'ordre gouvernant met sur votre chemin, vous devez développer l'ingénierie de détection des opportunités pour pouvoir les capitaliser. Très bien. Que Jean-Moïse Mbok, que Maître Jean-Guy Zogo valide ou pas, c'est passé, non? Ça passait pourquoi? On continue à vous le dire. Et moi, ce matin, lorsque j'ai fait mon Vous ne post, tenez pas à rentrer dans l'histoire comme celui qui a dit non? vous pensez que ceux qui, depuis la Gambie, ont écrit, ils ont dit non. Ça, ils sont entrés dans l'histoire. quoi? Non, de là, ils sont entrés dans l'histoire en quoi? Le problème, c'est que quand je fustigeais, quand je mettais ce matin les populations camerounaises devant leurs responsabilités, c'est qu'au-delà de ce que on peut dire que les acteurs politiques de l'opposition peut-être manquent de moyens financiers et matériels pour conquérir le terrain, je rappelle quand même que même dans mon village, à Kamsen, où il n'y a pas d'électricité, les gens ont les téléphones Android, ont accès à l'information, sauf que lorsqu'ils veulent accéder aux sites pornographiques ou au championnat de football européen pour pouvoir jouer aux jeux de hasard, ils ont la connexion. Mais si vous leur demandez maintenant, prenez cette connexion pour lire le projet de société de Jean-Moïse Mbok, le projet de société de Maître Jean-Guy Zogo, le projet de société de Matomba, de Cabral, Libye et autres, là ils ont des problèmes de connexion. Comme par hasard. Comme par hasard, ils ont des problèmes financiers. Ça veut dire que on a fabriqué en un demi-siècle une société orgiaque essentiellement tournée vers la luxure, vers la satisfaction des besoins libidineux. Résultat, quelle que soit la qualité de l'offre politique que vous pouvez avoir, les gens sont davantage préoccupés par la satisfaction de certains besoins primaires. Plutôt que par exemple, si vous demandez à un jeune Camerounais, quels sont les joueurs du championnat européen, les 20 premiers joueurs du championnat européen, peut-être les meilleurs buteurs, les meilleurs, tout ce que vous voulez, les meilleurs passeurs, il va vous dire. Ouais. Mais vous lui demandez par ordre protocolaire quelles sont les 20 premières personnalités du Cameroun. Maintenant qu'on a introduit le vice-président, il ne pourra pas vous dire. Si vous lui demandez maintenant, ok, quelle est la subtilité que le régime en place a mise dans la Constitution lorsqu'elle a dit le président de la République peut. La Constitution est sacrée. C'est un débat intellectuel dans lequel vous voulez plonger le peuple, Maître Jean-Guy Zogo. Si vous réussissez déjà à jongler avec les joueurs du championnat européen pour gagner de l'argent, vous pouvez comprendre le fonctionnement de l'État. Parce que quand on dit le chef de l'État peut, en filigrane, on vous dit qu'il pourrait avoir la capacité de ne pas le faire. Et ça veut dire quelque chose. C'est pour nous qui avons eu la chance de faire la sémiotique du politique, c'est en fait un marqueur idéologique. Et c'est un marqueur praxéologique parce que ça vous dit que quelque part, celui qui est supposé détenir les manettes ne les contrôle pas entièrement. Parce qu'on n'a pas complètement mis hors jeu le président du Sénat. Ouais. On ne l'a pas complètement mis hors jeu. Donc on joue avec les institutions comme on jouerait aux billes, aux cartes ou avec les pions du Songo. Et c'est pour ça que je dis que quand vous dites dans votre thématique, la vice-présidence, est-ce que c'est un poste réel pouvoir ou apparat? En réalité, lorsque vous regardez le fonctionnement des institutions dans les pays qui, eux, fonctionnent normalement comme la Chine, cette question ne se poserait pas. Pourquoi? Parce que le vice-président soit nommé ou élu, que le vice-président ait des pouvoirs ou non, ce qui est sûr, c'est que si ceux qui ont organisé l'architecture institutionnelle du pays l'ont organisé ainsi, c'était avec une vision. Et ça veut forcément dire que le poste de vice-président qu'ils ont introduit là avait un rôle à jouer pour atteindre ou pour réaliser la vision. Bon, quelle est la vision que vous avez au Cameroun? À part vous pérenniser au pouvoir pour pouvoir conserver vos prébendes. En dehors de ça, il n'y a rien. Et forcément, in fine, et je vais sortir par là, ce que les Camerounais en particulier et les Africains en général doivent comprendre, c'est que le changement ne viendra pas de quelqu'un. Il viendra de chacun d'entre nous. Ça veut dire que le flou institutionnel qu'on voit au Cameroun, qui contraste avec la clarté institutionnelle qu'on voit par exemple au Sénégal, c'est la preuve que lorsqu'un peuple se lève pour prendre ses responsabilités et effectivement être celui qui exerce la souveraineté, les choses changent. Mais si vous vous contentez d'être au bar, au lieu d'être là où les choses se font, vous allez subir les décisions politiques. Merci. Bonsoir le panel. Je tiens à rectifier au docteur Evouna que tous les vice-présidents ne sont pas nommés comme il l'affirme. Un pays très prospère d'Afrique, le Botswana, le vice-président est élu et qu'il peut perdre. Les USA
Il est le choix du président. C'est ce que je veux dire. Merci Patrick pour la contribution. Bonsoir le plateau, je suis Alex Mégane depuis Yaoundé. Pour moi, je suis pour la nomination d'un vice-président, car le président actuel manque de vigueur, je préfère le dire comme ça, et a besoin d'un homme de confiance pour mener à bien sa politique. Merci à vous. L'ancien porte-parole du président Issa Chiroma, ça c'est vous qui le dites. Ça me dérange pas. Ça va un peu sérieux. Nous sommes sur Ouro Africa. Passe une belle soirée. Une émission qui parle au continent africain. Alors, Paul-Stéphane Menunga, lorsque vous observez cette flambée en termes d'institutions, qu'est-ce que cela vous procure comme réflexion? Nous avons eu des bouleversements du côté du Parlement avec de nouvelles personnalités à la tête des différents perchoirs. Aujourd'hui, c'est le vice-président qui est annoncé et qui arrive quasiment dans les prochains jours, prochains mois. Peut-on dire qu'on est véritablement dans la construction d'un nouveau paradigme en termes d'assises institutionnelles, ou alors, comme semble le marteler une certaine opposition, qu'on est dans un stratagème de pérennisation à l'infini d'un ordre gouvernant et d'un système qui, justement, ne veut pas partir? Non, en réalité, on est dans la continuité du syndrome de Parkinson. Et le professeur Claude Abbé appelle souvent ça la gesticulation institutionnelle. Ce n'est rien de plus. On est dans une gesticulation institutionnelle incroyable. Parce que je ne l'ai peut-être pas évoqué au début de mon propos. Vous avez deux personnes dans la Constitution qui peuvent assurer la vacance. Vous avez vu ça dans le monde. Ça veut dire que vous avez deux institutions qui sont là, qui peuvent assurer la vacance du président de la République. Nous avons le président du Sénat. Le Sénat. Et le vice-président n'est pas nommé. Là, nous sommes au Cameroun. Oui, parce qu'il faudrait bien préciser le débat actuel. Pour ceux qui nous regardent sur le continent, Paul Stéphane, c'est au Cameroun, plus qu'ailleurs. Le poste de vice-président ne crée pas autant de crispations et de cristallisations. Exactement. Vous avez déjà vu ça où dans le monde? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on va voir ça. Parce que quand vous analysez, il faut contextualiser le retour du poste de vice-président pour comprendre pourquoi en réalité on n'est pas véritablement d'accord avec. Quand vous analysez le poste de vice-président au Cameroun, vous comprenez qu'en fait, une certaine oligarchie, parce que l'oligarchie, c'est un groupe d'individus qui dirigent un État pour leurs propres intérêts. Ils ont compris qu'en fait, avec la nature, il est possible qu'il y ait vacance du pouvoir, parce que quand on a l'âge du président, il peut avoir vacance du pouvoir à tout moment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver le pouvoir si il faut créer un poste de vice-président pour continuer à contrôler le pouvoir. Comme ça, s'il y a vacance de la présidence, on ne va pas aux élections. On va jusqu'en 2032 et on a le temps de se préparer. À ce niveau, Paul Stéphane, c'est un projet de loi qui est porté par l'exécutif. On a vu le ministre d'État, Laurent Esso, garde des Sceaux, justement, qui porte le projet. On n'a pas vu un apparatique du pouvoir là-bas. C'est-à-dire, il avait la posture d'un envoyé qui, justement, mettait en scène une orientation politique. J'ai envie de vous dire que celui qui portait ce projet de loi est un tenancier ou un pilier de cette oligarchie-là. Voilà. Et je pèse mes mots. Un tenancier. Vous faites bien de les peser, Paul Stéphane. Et un pilier de cette oligarchie. Et si on s'arrête au débat juridique, on va se casser la figure. Ce débat est juridique, il est politique et il est même anthropologique. Alors, le politologue comprend-il la posture d'une certaine frange de l'opposition camerounaise qui estime jouer les bons seigneurs en disant que ce débat n'est pas d'actualité pour eux, pour elle, cette opposition-là, parce qu'ils n'ont pas véritablement en leur besace les moyens de pouvoir aller au-delà d'une observation béate d'une situation. Jean-Moïse Mok sur le plateau accepte la situation. Betjangi Zogo de l'UPA, lui aussi, semble sans force face à ce qui se passe et que justement tout le monde se plie face à cette puissance de l'orientation qui met en place un vice-président.
Je dirais simplement qu'en fait, cette décision ou cette modification constitutionnelle doit être une source de motivation pour l'opposition. Merci. Voilà, merci. L'opposition aujourd'hui doit se dire on va aux élections parce qu'on va modifier cette constitution-là. Elle est On va me l'abroger si nécessaire. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que si en 2026 ou 27, l'opposition contrôle le Parlement, l'opposition a les moyens de dire que je modifie cette constitution. Parce que l'initiative des lois appartient concurremment à l'exécutif et au législatif. Voilà. Donc je pense que c'est là où l'opposition devrait se concentrer aujourd'hui, en disant que, ok, puisqu'on est dans un état de droit, on ne va pas descendre dans la rue pour faire la guerre, pour empêcher que vous modifiez la Constitution. On va travailler pour avoir la majorité parlementaire et donner au peuple camerounais une constitution civilisationnelle et non une constitution politicienne. C'est là le grand enjeu aujourd'hui. Ça ne sert à rien de disperser les énergies. Parce que quand on s'attaque même aux partis d'opposition qui sont au Parlement, j'ai envie de vous dire que même pour que vous preniez la parole au Parlement, il faut avoir au moins un groupe parlementaire. Ouais. Quand on convoque la conférence des présidents au Parlement, vous n'avez pas de groupe, vous allez parler quoi? Donc vous voyez que ici en même temps, on s'adresse en même temps à qui? Au peuple qui est en train de se plaindre dans les bars, sur Facebook. On est en train de leur dire que quoi? Dans une démocratie de tropique comme celle du Cameroun, on ne donne pas le législatif et l'exécutif à un même parti politique. Sinon, on tend vers une dictature. Parce qu'on est dans une dictature aujourd'hui, parce qu'on a un parti politique. Bon, dictature, on peut ajouter institutionnelle. Pas dictature. Pourquoi maintenant vous jouez avec les mots? Au sens premier du thème. Pourquoi maintenant vous voulez jouer avec les mots? Quand nous on parle de dictature, maintenant vous voulez jouer avec les mots? Dictature, pourquoi ça vous fait peur? Au sens premier du thème. Si ça vous arrange, mais c'est une dictature. Si ça vous arrange. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un pouvoir exécutif et on a le monsieur qui contrôle l'exécutif qui a plus de 150 députés. Il vous impose donc les lois les plus abjectes. Et ceux à qui vous avez délégué votre pouvoir, c'est-à-dire vos parlementaires, vont voter ces lois les plus abjectes. Eux, ils sont à la hauteur, ils ne trahissent pas un peu. Ou alors, ils sont dans la discipline des institutions politiques telles qu'ils aiment bien la présenter. J'aime bien votre question parce que ça me permet toujours de m'adresser au peuple. Ce n'est pas n'importe qui est député dans un pays. Et c'est là où je donne raison au prof Koumfondo. Qui, en 2020, vous avez dit qu'au Cameroun, même un fou peut être député. Et c'est vrai. Ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'il y a des questions républicaines où on met la discipline du parti de côté. On vote pour le Cameroun. Mais les députés du parti au pouvoir n'ont pas cette conception républicaine-là. Dans un pays, j'insiste, ce n'est pas n'importe qui est député, parce qu'en réalité, le vrai pouvoir dans un pays, c'est le pouvoir législatif, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pour ça que tous les présidents dans le monde se battent pour contrôler les différentes chambres parlementaires, parce que quand vous ne contrôlez pas le Parlement, vous ne gouvernez pas. Donc l'opposition, aujourd'hui, j'insiste, doit travailler pour qu'il puisse ou pour qu'elle puisse contrôler le Parlement en 2027. Parce que si l'opposition contrôle le Parlement en 2027, l'opposition peut limiter le mandat présidentiel au Cameroun. Oui. L'opposition peut supprimer même cette disposition abjecte évoquée par Dieudonné et Vouna, parce que c'est abject qu'un président nomme les sénateurs. Ça n'a aucun sens. Contrairement à ce qu'ils pensent, nous on a décrié ça depuis. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas nommer des sénateurs qui vont voter des lois. Je dis ça n'a aucun sens, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan juridique. Mais pour changer ça, il faut donc contrôler le Parlement. Et je sors donc en disant que, et là c'est une digression, monsieur vous n'en s'est pas rendu compte qu'il s'est concrétisé lui-même. Quand il a, lors de sa prise de parole, il a dit qu'il n'y a pas de dauphin. Mais lui-même il a encore parlé de succession. Oui. Quand on parle de succession, ça veut dire qu'il y a un dauphin. Et Paul Biya vous dit que dans une république qui fonctionne bien, il n'y a pas le dauphinat. Donc dans une république qui ne fonctionne pas bien, il y a le dauphinat. Quand vous regardez dans le Cameroun, depuis 2018, laissons même le reste des années, est-ce que le Cameroun fonctionne bien? Kangate,
Covid-Gate. Et Autres non, institutions. On fait le mélange des débats. Ce n'est pas une confusion entretenue. Ce n'est pas une confusion. Je vais vous démontrer quelque chose. Très rapidement. Kangate, Covid-Gate, aux instructions, Premier ministre qui inaugure, qui passe tout un mandat à inaugurer les barrages, à poser les premières pierres, son pouvoir qui est contesté. Sportgate, panier de la ménagère, c'est le chaos. SMIC, c'est le chaos. Le travail, il n'y en a pas. La lumière, manque de lumière, manque d'eau. Je continue de citer. Est-ce que le Cameroun fonctionne bien? Vous comprenez donc, quand vous revenez à ce que j'ai dit, le contexte, qu'en fait, ceux qui entourent le président de la République et le président lui-même savent qu'il n'a plus la force pour diriger le Cameroun. Il lui faut ce que j'ai appelé une béquille constitutionnelle pour diriger le Cameroun. Je ne serais pas surpris que le président n'assiste plus au défilé du 20 mai. Je ne serais pas surpris que le président ne fasse plus de discours le 31 décembre ni le 11 février. Je ne serais pas surpris de voir le président uniquement en 2032, si Dieu lui permet d'atteindre cette date-là. Merci Paul Stéphane Menunga pour votre exercice de divination. C'est très clair. On va vous laisser responsable de vos propos et prendre l'avis du docteur Jean-Moïse Mbok sur justement cet avenir institutionnel au Cameroun qui s'inscrit en point d'interrogation. On l'a dit, le débat, pour ceux qui nous regardent, et ils sont nombreux qui réagissent sur nos plateformes, porte sur la vice-présidence et tout ce qui entoure justement ce débat-là, c'est les questions de succession. Le président Paul Biya l'a dit, vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention, je suppose. Dans un pays qui fonctionne bien, les questions, ou alors des exercices autour de problématiques telles le Dauphinat, ça sonne mal. Jean-Moïse Mbok, aujourd'hui, 2026, le politologue sur le plateau fait un descriptif, pas de nature à l'assurer, dans les prochains jours. Mais est-ce que vous, j'ai posé la question concernant le Parlement, est-ce que vous avez senti les représentants du peuple à la hauteur? Vous avez observé et écouté la qualité des échanges. Est-ce que vous avez trouvé justement un Parlement attentif au devenir et responsable par rapport à ce que le Cameroun deviendra dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Alors, il faut dire que je n'ai entendu que, je crois, le sénateur Zengele, qui a donné un avis que tous les Camerounais, comme Paul Stéphane Menunga, donneraient dans une lecture normale. Il y a aussi, je crois, la députée de l'UNDP qui a également donné son avis. La députée du PCRN, Roland Goïsi, qui a donné un avis. Donc, on a... Nouran, bon, je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'avis de Nouran. Il y a Roland Goïsi. Aller dans un sens oui, moi je suis avec Roland Goïsi. Nouran, moi je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais Roland Goïsi. Donc, vous avez quand même un ensemble de députés, quoi qu'on dise, qui ont donné un avis. Maintenant, souvenez-vous que le président Dato, quand il faisait son discours introductif, il a rappelé que ce sera à la majorité que ça va être arrêté. Donc, on savait déjà que c'était plié. Mais vous savez, cette situation fait en fait le procès de l'opposition. D'abord, j'ai envie de saluer les partis comme le SDF, qui sont là depuis, l'UNDP, le FSNC, l'UDC, le PCRN, aujourd'hui, qui sont au Parlement. Parce qu'eux, ils ont compris que ce n'était pas une affaire de quartier. C'était là-bas que ça se passait. Oui, ça se passe là-bas, mais on appelle là-bas pour faire le nombre aussi. Non, ça se passe là-bas. Eux, ils ont fait là-bas. Premièrement, ça se passe là-bas. Mais ils ont fait quel nombre? Ils se sont battus comme ils sont battus. Mais nous sommes en train de vous dire que c'est un procès et de la République et de l'opposition. Mais le pouvoir en place profite justement des égarements de cette jeunesse qui n'a pas compris son rôle et sa mission, qui préfère les bars et les plaisirs. Le pouvoir en place profite de la division de l'opposition qui n'a pas compris qu'on devait tous aller à cet endroit-là, créer des blocs et pouvoir défendre les Camerounais. Parce que dans un état de droit, on ne défend pas les Camerounais dans la rue. 2020 nous a démontré, et un parti politique aujourd'hui, c'est même son procès qu'on fait en priorité. Celui qui a refusé d'aller aux élections en 2020. Voilà le premier traître de la République. C'est lui, tout ce qu'on fait là, c'est lui. Alors vous faites allusion au MRC du professeur Maurice Kamto. Pourquoi on n'est pas allé aux élections? Pourquoi la politique de la chaise vide? Donc, si les partis d'opposition ne tirent pas de leçons
de ce sommet de la montagne. On va recommencer à redescendre la pente, mais désolé, député, honteux, ridicule, et tout le monde va se trouver dans le RDPC, parce que finalement, ça va être ça. Donc aujourd'hui, Stéphane, les quelques députés qui ont parlé, nous les saluons, et nous disons, vous n'êtes pas seuls. Les autres qui ne sont pas encore entrés doivent comprendre que ça ne sert à rien de venir crier sur les plateaux de télévision. Parce que somme toute, nous faisons la politique pour qui? C'est pour les populations. Nous faisons la politique pour qui? C'est pour que le Cameroun se porte bien et que les richesses soient mieux réparties. Quand vous suivez le discours du chef de l'État le 6 novembre 2025, est-ce qu'il vous a peint un pays qui va bien? Est-ce qu'il vous a présenté un pays qui va bien? Et quand vous voyez dans l'homme dans son construit, il vous dit que le Dauphinat ne sonne pas bien dans un pays qui marche normalement. Mais le 6 novembre, il vous dit que le pays ne marche pas normalement. Lui-même, il l'a dit. Donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est que logique. Ce n'est que comme le pays ne marche pas comme je pense, comme je souhaite, les choses ne vont pas bien. Alors, je me dote donc d'un collaborateur qui ne va pas être contesté comme vous contestez X ou Y. Je ne sais pas les noms. Je me dote d'un collaborateur qui pourra n'appartenir à aucun clan. Même s'il appartient selon vous à un clan, pour moi, ce sera l'homme que j'aurais choisi et qui va me représenter, me ressembler et faire le travail que j'aurais pu faire en temps normal, quand aussi je me portais encore bien. Mais comme ce n'est plus le cas, je me dote d'une personnalité... Il porte mal. Bon, son âge quand même, reconnaissons que c'est même un exploit qu'il soit debout et qu'il parle. On n'est pas des sorciers ici en Afrique. Grave, là, mais non, je dis à son âge, reconnaissons que c'est une grâce de Dieu qu'il soit debout et qu'il parle et qu'il marche. Le Sénégal était plus âgé que le président Biya. Il faut saluer ça. Et il était actif dans l'affaire comme combien sont morts très longtemps avant lui? Saluons ce qu'il est. C'est pas le débat. Donc, va très bien, merci. Donc, ce que je suis en train de dire, Stéphane, c'est qu'il faudrait aujourd'hui qu'on comprenne la logique de celui qui impulse cette dynamique de vice-présidence comme un souci d'accomplir sa parole. Je lui fais confiance. Non, il a dit à l'hémicycle qu'il a entendu le problème des Camerounais et il va prendre des mesures pour que ces problèmes soient résolus. Donc, s'il a engagé des réformes de bonne foi et de manière sincère, mais nous faisons la politique pourquoi? C'est pour le bien des populations. C'est pour ça que franchement, Stéphane, je m'en fous de ceux qui n'ont pas compris la politique. La politique, ce n'est pas venir injurier les gens. Ce n'est pas venir montrer qu'on est plus gueulard que les autres. Pendant la campagne, je l'ai fait. Et je l'ai même très bien fait. Ils étaient où pour apprécier, non pas apprécier. Mais aujourd'hui, quand vous tenez un langage de pacification, c'est les mêmes sorciers qui viennent vous donner l'impression que vous faites mal. Parce que eux, ils se nourrissent du sang des Camerounais. Ils se nourrissent de la violence et de la méchanceté. Nous disons que nous, là, nous ne faisons pas la politique comme ça. Il y avait un avant 2025 et un après 2025. L'après 2025, c'est les hommes politiques qui se disent attention. Oui. Les erreurs de nos pères, c'était quoi? 1, le refus de se mettre ensemble. 2, le boycott. 3, le refus d'éduquer les populations. De manière à ce qu'elles comprennent qu'elles sont centrales dans cette affaire. 4, éviter de créer une nation d'invectives, d'injures et de tribalisme. À partir de là, nous avons compris qu'il faut tenir un discours différent. Et le discours aujourd'hui, c'est que celui qui gouverne, laissez-le gouverner, mettez-le devant ses responsabilités, mais par ailleurs, préparez-vous à aller à l'hémicycle changer ce que vous pensez qui doit être changé. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, Jean de Dieu Vouna, les Camerounais s'interrogent, les problématiques n'en finissent plus. Nous sommes assaillis, le téléphone. Ça on peut confirmer. De partout. La question qui semble revenir de façon précise, c'est le signal. Qu'est-ce que, justement, cette érection du poste de vice-président envoie comme signal? Est-ce un verrou? Est-on en train de verrouiller pour le pouvoir en place? Est-on justement dans l'apparat, avec de réels pouvoirs, ou alors ce poste de vice-président parle à la communauté internationale comme un signal de stabilité? Parce qu'il faut aussi reconnaître que lorsque l'on sait qu'il y a une transition qui est actée, normée, calibrée autour d'institutions et d'individus, parce que le vice-président, ça sera une personnalité, tout à fait. Elle peut rassurer les investisseurs que justement il y a de la continuité, comme on dit dans le service public, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter s'il adviendrait un malheur en l'état du Cameroun.
Jean de Dieu Vouna, comment est-ce que vous interprétez justement ce signal qui est donné à la classe politique et même justement aux partenaires bilatéraux et multilatéraux? Il faut avoir lu le texte pour le comprendre aussi, parce que beaucoup de gens parlent du texte de loi sans l'avoir lu. Les prérogatives du vice-président sont assez claires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il représente le chef de l'État à l'international. C'est clair, c'est écrit. Je l'ai lu hier. Donc c'est de nature à rassurer les investisseurs. Justement, vous répondez, parce que vous savez qu'en Afrique, à chaque fois... Il ne représente pas le chef de l'État à l'extérieur. On dit que le président de la République peut déléguer certains pouvoirs. Il faut faire très attention. Je dis que j'ai lu le texte, il représente le président de la République à l'international. Délégué. Noir sur blanc. Délégué. Je suis en train de dire que... Laissez-moi. J'aurais fait une digression, monsieur le politologue. Jean de Dieu, ces compétences, président, qu'il attribue, il y a des compétences qui sont attribuées au ministre d'État et GFPR. Non, écoutez. Il y a des compétences qui désormais seront aussi au vice-président. Ça fait beaucoup. Non, écoutez, la Constitution. Il contrôle sa machine. Attendez, la Constitution a changé. On ne peut plus être sûr que ce qui était conféré au SGPR sera encore là. Est-ce qu'on a abrogé? Pour le moment, écoutez, nous sommes en pleine réforme. C'est justement pour ça. Permettez. C'est justement pour ça. Permettez-moi, c'est justement pour ça qu'on a précisé dans la Constitution. S'il vous plaît. On n'a pas donné des missions précises au Premier ministre. Il faut qu'il y ait une délégation de pouvoir pour qu'il exerce. Ça veut dire que le président peut décider de lui déléguer expressément le pan diplomatique. Merci Paul Stéphane. Jean de Dieu, vous avez la parole. Jean de Dieu, vous allez-y. Le texte est très spécifique. Les gens parlent, ils n'ont pas lu. J'ai dit, mais il dit qu'il représente le chef de l'État sur le plan international, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État, nous le savons déjà, qu'à certains sommets, il n'était que représenté. Et vous savez par le Premier ministre. Par le Premier ministre. Et vous savez que le Premier ministre ne signe rien. Lorsque les chefs d'État se réunissent, à un moment, on demande aux représentants de la délégation de s'écarter parce qu'il n'y a pas un chef d'État. Maintenant, il est probable que le Cameroun relance sa diplomatie d'une manière offensive sur le plan international. Et rassurer, comme vous dites, les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il faut le souligner, à chaque fois que nous sommes à la fin d'un règne, il y a des inquiétudes. C'est vous qui dites qu'on est à la fin d'un règne. Je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Et c'est clair que nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons vécu à chaque fois qu'il y a un changement de pouvoir, et à chaque fois que nous sommes à la fin d'un règne, il y a des risques de troubles, de guerre civile et autres. Cette réforme constitutionnelle est une construction. C'est un construit. Ce n'est pas pour pérenniser, comme le disent certains, une oligarchie. Non, c'est une construction pour préserver les acquis. Parce qu'il y a des acquis. Pendant 43 ans, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'acquis. Et il faut préserver ces acquis. Paul Stéphane a noté ici le manquement de la gouvernance. Dans le même texte, il est clair que le vice-président, pendant 10 ans, on a eu à contester les hautes instructions. Et c'est ça a plombé la gouvernance. Maintenant, quand le vice-président pourra signer et donner une instruction, on ne dira plus que ce n'est pas... On ne pourra plus contester. Il y a donc là une question de leadership et de management. Parce que c'était contesté. Et ça a plombé carrément la gouvernance au point où nous nous sommes retrouvés avec donc des can-gates, des gates, et on n'en plus finir. Il faut donc rassurer le peuple camerounais que nous sommes dans une continuité pour la stabilité. Parce que ça ne sert à rien de dire d'avoir une meilleure constitution et après la guerre. Ça ne sert à rien d'écrire des belles choses qui ne rassurent pas, qui ne garantissent pas, qui cassent, qui détruisent, comme nous avons vu ailleurs. Il est question ici que pour un homme sage qui a mis autant de temps dans la question des pouvoirs, il est question de pérenniser, non pas son pouvoir, mais les acquis de son prédécesseur. Il faut qu'il change beaucoup de choses, il ne peut pas pérenniser beaucoup de choses. Écoutez, vous allez chuter. Écoutez, parce que justement on me coupe et on me perd la parole. Nous sommes en pleine réforme. Jusqu'à présent, les députés sont à l'hémicycle pour le faire. Et il l'a promis. Donc,
dans cette construction que nous sommes en train d'y aller, il faut assumer que, je le répète, que c'est notre histoire. Et le vice-président n'est pas une coquille vide, tel que j'ai lu. Il a un rôle fort, il a un rôle puissant, il a un rôle à l'international. Et pour gouverner un pays aussi complexe que le Cameroun, il faut être imprégné des questions géopolitiques. C'est pour cela qu'on lui donne un rôle à l'international. Merci, s'il vous plaît. Non, c'est important. C'est important qu'il va lire. Merci, Jean-Dieu, merci. Je sais pas pourquoi. Oui, oh là là, Paul Stéphane. Qu'est-ce qu'il vous fait absolument? S'il vous plaît, Jean-Dieu, merci. Oui. Article 10. Oui. La loi qui va être modifiée. Oui. Article 10, alinéa 2. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président, oui, au premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains aux responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Il n'y a pas de mission concrète assignée au vice-président. Pour le moment. Pour le moment. Permettez quand même que j'explique. Parce que le pouvoir est bicéphale au Cameroun. Il y a les missions du Premier ministre, les missions du président de la République. Ça veut dire que c'est le président de la République, de façon discrétionnaire, en temps opportun, qui peut décider que monsieur le vice-président, voilà les pouvoirs que je te délègue. Merci Paul Stéphane. Je vous donne une minute, Jean-Dieu, allez-y. Je répète, Paul Stéphane, que le texte qui est voté, qui a été voté. Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas tout lu. Vous avez lu un article. Je vous répète que le texte, je vais vous le passer. Le texte stipule clairement que le vice-président va représenter le président à l'international. C'est noir sur blanc. Je l'ai lu hier. J'ai fait une émission dans un média, un autre média hier, où le texte était là. Et ça prouve que si ce que je dis là, nous allons vérifier. Si ce que je dis est vérifié, le poste de vice-président au Cameroun n'est pas vide. Il a mis son sens. C'est pas un débat à ce niveau. Maître Jean-Guy Zogo, alors, Jean-Dieu Vouna évoque un poste qui procurerait de la stabilité, de la pertinence au positionnement international stratégique du Cameroun. La question qui revient, est-ce qu'on peut être stable lorsqu'il y a une flambée pareille en termes d'institutions? Est-ce qu'on peut être stable lorsqu'il y a un gros point d'interrogation sur la personnalité qui devra assumer cette haute responsabilité? Est-ce qu'on peut être stable justement sur le profil? Parce qu'il y a question aussi de profil dans un pays, et il l'a encore dit, aussi complexe que le Cameroun, alors que justement des entités contradictoires se posent déjà. On parle d'anglophones, comme dans le passé, avec Tandemuna, Foncha et les autres. On parle d'un rééquilibrage avec le Nord Cameroun. On parle de l'Ouest. On parle même de l'Est, qui, depuis quelques moments, se sent un peu oublié dans le partage. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette arrivée d'un poste de vice-président, on est en train de construire la stabilité, ou alors l'effet contraire peut tout de suite être remarqué avec des tensions communautaires à l'infini? En principe, la passe d'armes à laquelle nous venons d'assister entre Paul Stéphane Mununga et Jean de Dieu Vouna vous montre une seule chose. Nous avons une constitution floue. Or, la constitution a vocation à être claire. Et comme je vous ai dit, la constitution est la norme des normes. C'est d'elle que découlent les autres. La constitution consacre. Dès que vous dites dans une constitution, le président peut, il y a déjà un problème. Faites tous les tours de présentation intellectuelle que vous voulez. Quoi? Il doit ou il pourrait? Ce n'est pas que j'aurais aimé. C'est que dans une constitution, on dit le président de la République fait. Consacre. La constitution consacre des faits. Donc, moi, mon souci, c'est, je dis toujours que ce n'est pas tant de liberté dont on a besoin que de n'être enchaîné qu'à ce qu'on aime. Les Camerounais n'aiment pas leur pays. Les gens n'aiment pas assez l'Afrique. Quand Kwame Nkrumah vous disait que je ne suis pas africain simplement parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi, c'est que les gens n'ont pas encore compris que pendant que nous sommes en train de faire des débats de chiffonniers chez nous, les autres avancent. Les autres viennent chez nous nous spolier. Ils rêvent même de nous réduire à nouveau en esclavage de manière claire. Et ils s'organisent pour ça. Et ils s'organisent pour ça, je suis désolé. Si on vous avait dit il y a encore 6 mois que l'Iran a la capacité de fermer le détroit d'Ormuz et que les États-Unis ne pourraient rien,
tous les exégètes camerounais, les politistes et autres, vous aurez dit non, la puissance américaine permettrait que l'OTAN permette. Aujourd'hui, là, avec 40 ans d'embargo, l'Iran a construit un système de défense qui lui permet de fermer le détroit d'Ormuz. Ça, c'est ce qu'on appelle une constitution civilisationnelle. Le guide suprême iranien a été assassiné, remplacé dans la foulée. Il n'y a eu aucune contestation, aucune bagarre. Personne ne se demandait comment on va faire pour le remplacer. Le système de dévolution du pouvoir est civilisationnel. Chaque peuple choisit sa manière de désigner ses dirigeants. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait de manière alambiquée comme nous on veut le faire au Cameroun. Vous avez l'impression que c'est alambiqué? C'est alambiqué. Alors que le Parlement s'est réuni, il y a un congrès, les représentants du peuple sont là, la procédure ou alors la routine parlementaire a été respectée avec les projets de loi de l'exécutif. C'est ce qui est. Vous dites alambiqué, c'est mal interprété, Maître Diogo. Nous, on s'en fout des interprétations des gens. Hein. Nous, on dit ce qu'on pense et on assume. Je vous dis que... Tout simplement. Je vous dis que... Je vais être très clair. Si le président de la République, Paul Biya, donc moi j'ai lu les discours d'ouverture des travaux et de clôture des travaux du 4e congrès ordinaire de l'UNINC, de 85 à Bamenda, veut effectivement que ceux qui... Parce que quand il a lu ce discours, j'avais 5 ans. J'en ai 45 aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire que je suppose qu'il parlait d'une certaine jeunesse dans laquelle j'appartiens. S'il veut que nous retenions de lui qu'il a balisé le chemin de notre rencontre avec l'histoire, mais qu'il nous mette au vice-président. Pourquoi? Vous prêchez pour vous, là. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que les débats sur Nord, Ouest, Sud, c'est simplement la continuité d'un partage du gâteau. Alors que si le vice-président doit finir le mandat et poser les jalons d'une nouvelle république, il faut que celui-ci soit capable d'opérer une césure idéologique avec l'ordre établi. Ça veut dire qu'à la réalité, il doit prendre tout le monde au court et nommer Zogo Jangi vice-président de la République. Ah, là, on est sûr d'une chose. Merci. Attendez, je finis. Finissez. Là, on est sûr d'une chose. Là, on est sûr d'une chose. Là, on est sûr d'une chose. C'est que vous avez un type qui... En Chine, on nous appelle l'empire du milieu, les quarantenaires. Je suis à la lisière haute de la jeunesse. On n'est pas en campagne. À la lisière basse. Oui, je vous l'explique. Mais c'est une forme de campagne. Pourquoi? Parce que quand vous dites que il faudrait que ce soit un gars du nord-ouest ou du sud-ouest, de l'ouest pour soi-disant régler la question anglophone, je ne suis pas sûr que les anglophones ont pris les armes pour avoir un vice-président. Ça se saurait. Le Nord non plus, si on entre dans la bataille du Nord, nous on vous dirait que nous étions les premiers à diriger le Cameroun et qu'on nous a volé le pouvoir, nous de la Léquier, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous disais tout à l'heure, que les 3 missions d'un leader, c'est la vision, l'alignement et le contrôle. On a une vision floue, pour ne pas dire qu'on n'en a pas. Maître, merci. Donc par conséquent, de 2 choses l'une, soit le vice-président au Cameroun sera simplement un moyen de pérennisation de l'ordre établi, soit alors on va nommer quelqu'un qui est capable d'opérer la césure. Merci, merci. Paul Stéphane, c'est vous qui aurez le mot de la fin. En 1 minute, comment est-ce qu'on sort de cet imbroglio alors que l'on sait justement que la machine est quasiment lancée? J'ai envie de dire qu'à l'état actuel des choses, c'est difficile. Le président va promulguer sa loi et en fonction de ses humeurs, il va nommer son vice-président. Voilà. C'est au peuple camerounais, parce qu'il faut s'adresser à 2 entités, au peuple camerounais et aux opposants. Voilà. Faites le nécessaire. Merci. Pour qu'en 2027, vous changez cette constitution qui ne correspond à rien. Voilà. Merci. Merci Paul Stéphane Menunga. Votre message, on espère, n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, puisque vous vous adressez au peuple d'Afrique, au peuple de l'opposition au Cameroun, plus précisément. Nous, on va s'adresser à vous qui nous avez écrit de par le monde. Malheureusement, les contributions, on ne peut malheureusement pas les relayer, puisqu'elles sont nombreuses, elles sont infinies. On va vous dire merci, c'est une preuve. S'il en fallait encore que Ouro Africa, c'est l'Afrique véritablement qui s'exprime chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. J'aimerais tout de suite vous donner rendez-vous lundi prochain à la même heure pour une autre saga, toujours pour l'éveil de conscience sur le continent africain. Bien au revoir.